Salut à tous, salut les amis, salut la famille. Aujourd'hui, donc, c'est le jour du podcast. C'est le jour où je vous raconte une histoire. J'allais dire bande de petits vénards, mais ça fait un peu trop, je pense. Aujourd'hui, on va parler d'une disparition mystérieuse de 3 personnes, les unes après les autres. Vous allez voir, c'est assez glauque, quand même, faut dire ce qui est. Alors, comme d'habitude, likez la vidéo, abonnez-vous si l'histoire vous plaît. Et surtout, partagez-la, partagez bien cette vidéo de manière à ce que tout le monde puisse entendre cette histoire. Mais je vous fais pas plus attendre. C'est parti sur les 3 disparus de Springfield. L'accent américain. Springfield, excusez mon accent, 3, il est donc 3 disparus de Springfield. Ceci fait référence à un cas de disparition non résolu qui a commencé le 7 juin 1992 quand des amis, Suzanne, Suzy Streeter et Stacy McCall et la mère de Streeter, Cheryl Levitt, ont disparu de la maison de Levitt à Springfield dans le Missouri. Tous leurs effets personnels, comme leur voiture et leur fortune, ont été abandonnés. Il n'y avait aucun signe de lutte, excepté une lampe torche, qui était donc brisée. Un message sur le répondeur, considéré par la police comme un indice sur disparition, a été effacé par inadvertance. En 1997, Robert Greg Cox, un ravisseur et voleur reconnu coupable, a prétendu qu'il savait que les femmes avaient été assassinées et que leur corps ne pourrait jamais être retrouvé. On n'a jamais retrouvé l'emplacement de leur sépulture, ni les restes des corps. Les victimes. Donc Cheryl Elizabeth Levitt avait 47 ans lors de sa disparition. Elle mesurait 1,52 m et pesait 50 kg. Elle avait des cheveux blonds, courts, les yeux marrons, ainsi que les oreilles percées. Elle était cosmétologue. Donc dans un salon local, et également mère célibataire. Elle était donc très proche de sa fille, Suzanne Elizabeth, donc surnommée Suzy Streeter. Streeter avait 19 ans, elle mesurait 1,65 m et pesait 46 kg. Ses cheveux étaient également blonds et lui arrivaient aux épaules. Elle avait les yeux marrons, comme sa mère. Elle avait des marques distinctes, comme une cicatrice sur le haut de l'avant-bras droit et un grain de beauté sur le coin de la bouche, ainsi que les oreilles percées, la gauche étant percée 2 fois. Stacy Kinlin McCall, âgée de 18 ans, elle mesurait 1,60 m, 54 kg. Elle avait de longs cheveux blonds foncés et des yeux clairs. On peut constater donc qu'il y avait une certaine similitude, une ressemblance, les mêmes caractéristiques physiques entre les 3 femmes qui ont disparu. Donc la disparition. Suzy Streeter et Stacy McCall ont été diplômées de lycée de Kickapoo High School le 6 juin 1992. Elles ont été vues pour la dernière fois aux alentours de 2 heures le 7 juin, quand elles quittaient la dernière fête de remise des diplômes auxquelles elles avaient été assistées cette soirée. À un moment durant la nuit, elles ont également été vues à Battlefield, dans le Missouri. Elles avaient prévu de passer la nuit chez leur ami Janelle Kirby, mais quand elles ont pris la décision d'y aller, il y avait trop de monde. Elles sont donc parties pour aller chez Streeter et donc chez Levitt au 1717 rue East Delmar pour finir leur nuit. On suppose qu'elles y sont arrivées, car leurs vêtements, bijoux, sacs à main et véhicules étaient tous présents dans la maison le lendemain. Donc Cheryl Levitt, la mère de Suzy, ont été entendues pour la dernière fois vers 23h15 le 6 juin au téléphone avec un ami à propos d'une armoire à peindre.
La chronologie présumée est très compliquée car l'ami qui a vu la dernière fois Suzy et Stacy, donc la veille, était également le premier à arriver chez Levitt le lendemain. Le jour suivant, vers 9 heures, Kirby et son petit ami ont voulu leur rendre visite. Streeter et McCall ne se sont pas rendus chez eux alors qu'ils avaient prévu de passer la journée au Water Park et étaient supposés partir de la résidence des Kirby. Une fois Kirby est arrivé, la porte d'entrée n'était pas fermée à clé. Elle est donc entrée dans la maison, mais n'a trouvé aucun signe de Streeter, McCall ou Levitt, et les voitures des filles étaient garées à l'extérieur. Elle a également signalé à la police que l'abat-jour en verre de la lampe du Porsche, de la lampe d'un Porsche, avait été brisé. Bien que l'ampoule elle-même soit intacte, le petit ami de Kirby l'a innocemment aidé à balayer le verre cassé du Porsche, et la police a déterminé par la suite qu'il pouvait avoir détruit des preuves potentielles. À l'intérieur de la maison, Kirby a trouvé le chien de la famille, un Yorkshire terrier nommé Simonon, qui a paru très agité. Pendant qu'ils étaient à l'intérieur, Kirby a également répondu à un étrange et troublant appel d'un inconnu qui faisait des allusions sexuelles. Elle a raccroché donc immédiatement le téléphone et a reçu un autre appel de nature sexuelle et elle a raccroché de nouveau le téléphone. Plusieurs heures plus tard, la mère de McCall, Janice, ne parvenait pas à joindre sa fille au téléphone, décidée également d'aller visiter la maison. Quand elle arrive, elle remarque que les 3 sacs à main des femmes sont posés sur le sol du salon. Elle voit également les vêtements que sa fille portait la veille soigneusement pliés. Les cigarettes de Levitt et Streeter ont aussi été abandonnées dans la maison. Janice, paniquée, appelle rapidement la police avec le téléphone de la maison pour signaler la disparition des 3 femmes. Après avoir passé l'appel, tout en vérifiant le répondeur du téléphone, elle écoute un message étrange qui est ensuite effacé par inadvertance. La police a été très intriguée par cet appel et pense qu'il pouvait avoir contenu un indice. Il ne pensait pas non plus que c'était un lien avec les appels malveillants que Kirby avait reçus. Les parents McCall ont contacté la police au sujet de leur fille disparue de la maison de Levitt, plus de 16 heures après la dernière fois que les femmes ont été perçues, qui ont été vues, et d'autres amis et membres de la famille inquiets ont téléphoné et ont visité la maison le lendemain. La police a par la suite estimé que la scène du crime avait été corrompue par 10 à 20 personnes qui avaient visité la maison des Levitt. À l'arrivée des officiers, la scène ne montrait aucun signe de lutte, excepté la lumière Porsche. La police également a noté que quelqu'un avait dormi dans le lit des Levitt. Tous les biens personnels ont été laissés sur place, y compris les sacs à main, l'argent, les voitures, les clés, cigarettes et le chien de la famille. Développement de l'affaire. Le 31 décembre 1992, un homme a appelé la hotline American Most Wanted car il avait des informations sur la disparition des femmes, mais l'appel a été déconnecté quand le standardiste a essayé d'entrer en contact avec les enquêteurs de Springfield. La police a dit que l'interlocuteur avait une connaissance de premier ordre des enlèvements et il a publiquement demandé à l'homme de les contacter, mais il ne l'a jamais fait. Les Levitt Streeter ont été officiellement déclarées mortes en 1997. Cependant, leurs dossiers sont encore classés officiellement sous la rubrique personnes disparues. Les enquêteurs ont reçu des informations pendant une information prétendant que les corps des femmes avaient été enterrés dans les fondations du garage sud du stationnement à l'hôpital Cox. En 2007, la journaliste judiciaire Kathy Bird a invité Rock Norland, un ingénieur mécanicien Springfield, pour scanner un coin du parking avec un radar à pénétration de sol, RPS. Norland a trouvé 3 anomalies à peu près de la même taille qui, selon lui, correspondaient à un emplacement de sépulture. 2 des anomalies étaient parallèles et l'autre perpendiculaire. Le porte-parole de la police, Lisa Cox,
a dit que la personne qui a informé la police n'a fourni aucune preuve ou raisonnement logique derrière cette théorie à ce moment-là. Elle a également dit que les constructions de parking ont commencé en septembre 1993, plus d'un an après la disparition des femmes. Il serait extrêmement coûteux de déterrer la zone et reconstruire les sépultures par la suite, et il est illogique de le faire si on ne croit pas réellement que les corps pourraient être enterrés ici. Et pour ces raisons, la SPD n'a pas l'intention de le faire. Les enquêteurs ont déterminé que cette piste n'était donc pas crédible. Darrell Moore, un ancien assistant du bureau du procureur du comté de Greene, a déclaré que l'information venait de quelqu'un qui prétendait être un médium ou qui prétendait avoir donc fait un rêve avec une vision de l'affaire. Le suspect. En 1997, Robert Greg Cox, emprisonné au Texas en tant que kidnappeur, voleur et suspect d'un meurtre en Floride, déclare à des journalistes qu'il sait que les 3 femmes ont été tuées et enterrées et prétend que leur corps ne sera jamais retrouvé. En 1992, Cox vivait à Springfield. Et lors d'une entrevue, il avait dit aux enquêteurs qu'il était avec son ami à l'église le matin de la disparition des femmes. Ce qu'elle a confirmé. Cependant, elle s'est ensuite rétractée, affirmant que Cox lui avait demandé de mentir. Cox a également déclaré qu'il était chez ses parents la nuit de la disparition et ils ont confirmé cet alibi. Les autorités ne savent pas si Cox était impliqué dans l'affaire ou s'il cherchait à faire reconnaître les meurtres présumés en faisant de fausses déclarations. Cox a déclaré aux autorités et aux journalistes qu'il divulguerait ce qui est arrivé aux 3 femmes après la mort de sa mère. Dans les médias, l'affaire n'est toujours pas résolue. Malgré plus de 5000 dénonciations du public, en juin 1997, un banc a été dédié aux femmes à l'intérieur du jardin commémoratif des victimes dans le parc Phelps Grove de Springfield. L'affaire a fait l'objet d'un reportage dans 48 heures à Unsolved Mysteries et America's Most Wanted. En mars 2011, Investigation Discovery a diffusé The Springfield Tree dans sa série Tête dédiée aux disparitions. C'était une petite histoire dimanche. Pour ma part, je vous retrouve mardi pour la pause café, 19h, 19h45. Passez bonne fin de week-end. Surtout, soyez pas sages.